J'ai rencontré M. Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, couramment appelé COJEP, et à défaut de pouvoir s'étaler sur tous les sujets au cours de cette interview, il évoque une partie de son histoire. Mais soyez serein car très bientôt vous aurez sur cette chaîne une vidéo complète sur son histoire. Il a également parlé en profondeur de son parti politique, sa vision et certains de ses projets pour les Ivoiriens, mais surtout la jeunesse à qui il adresse subséquemment énormément de conseils. Il a aussi signifié la dimension internationale qu'il donnera à la Côte d'Ivoire lorsqu'il sera très bientôt le président de la République, tout en se prononçant sur les débuts du nouveau gouvernement sénégalais, mais surtout sur le dualisme France-Russie qui anime tant de débats ici en Afrique de l'Ouest. Alors, avant que la vidéo ne commence, profite pour la liker, pour t'abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout, prépare ton commentaire. Et n'oublie pas, d'ici la fin de la vidéo, de la partager au maximum, car toute la communauté ivoirienne compte sur toi pour pouvoir être informé relativement à tout ce qui sera dit dans cette interview. Je vous laisse donc avec la vidéo. Bonsoir, Président Cheikh. Bonsoir, Monsieur Charles Blé Goudé. Bonsoir. 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 On reprend la séquence. On va reprendre la séquence. Non, mais c'est bon. Ça fait naturel et c'est bon. Maintenant, tu peux reprendre si tu veux. Bonsoir, Monsieur Charles Blé Goudé. Bonsoir, monsieur. Ici, nous sommes sur YouTube. Et sur YouTube, ceux qui sont là-bas ne sont pas des téléspectateurs en tant que tels. On les appelle les abonnés. Et là-bas, la tranche d'âge, en ce qui concerne mes abonnés, est de 30 ans, selon les chiffres. Et là-bas, il y a des déçus de la politique. Il y a aussi des personnes qui ont entendu des choses, mais qui n'ont pas réellement eu des informations relativement à cela. Et il y a des nouveaux, des jeunes qui commencent à s'intéresser à la politique. C'est pourquoi, dans cette interview, on va aller de la base vers, on va dire, la profondeur. C'est en ce sens que la première question que nous aimerions vous poser, c'est de savoir, en réalité, qui est M. Charles Blé Goudé? Merci, Josias. Je suis Charles Blé Goudé pour vos abonnés. Je suis président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP. Je suis aussi président de l'International panafricaniste, avec des jeunes camarades africains de tous les pays. Nous donnons notre vision du panafricanisme. Je suis Charles Blé Goudé, je suis titulaire d'un DSS en communication politique, je suis titulaire d'un MBA en RSE, s'entend responsabilité sociétale de l'entreprise. Je suis chef d'entreprise, même si mon entreprise est aujourd'hui sinistrée due à la crise, mais j'avais mon cabinet de communication que je dirigeais ici, Leaders Team Associated. Voilà, on va dire qui je suis. D'accord. Je suis politique. Tout le monde le sait, ça. Et ça, c'est l'élément le plus important. C'est pourquoi on aimerait rebondir sur ce que vous venez de dire et savoir c'est quoi le COJEP, quelle est la particularité du COJEP, quel est l'emplacement, l'idéologie, on va dire la quintessence qui fait fonctionner le COJEP. C'est quoi le COJEP? Le COJEP est un parti jeune, puisque né en 2015 en tant que parti politique. Il faut comprendre qu'avant de devenir parti politique, le COJEP a été d'abord un mouvement de pression qui a été créé en 2001. Quand j'ai fini, donc, ma mission à la tête de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, dont j'étais le secrétaire général quand j'étais encore étudiant. Quand mon mandat finit en 2001, mes amis et moi, nous créons donc un mouvement de pression qu'on appelle le COJEP. Ensuite, le COJEP devient un mouvement politique en 2013. Et puis, quand je suis arrêté et mis en prison à La Haye, derrière moi, mes amis s'organisent pour faire l'habitation de du COJEP, de mouvement politique à un parti politique. Donc on peut dire que depuis 2015, le COJEP est un parti politique, mais qui s'affirme comme un parti de gauche. Nous sommes de gauche, nous sommes de la social-démocratie, c'est-à-dire qu'un parti de gauche a ses valeurs. Oui. C'est des valeurs de liberté, c'est des valeurs de justice, c'est des valeurs de solidarité. Voilà, c'est ça qui est un parti de gauche. Ce qui est opposé à un parti de droite qui, lui, prône on va dire la propriété privée, qui ne prône pas l'intervention de l'État dans l'économie. Voilà, qui, quand lui parle de justice pénale, donc répression. Mais quand la gauche parle de justice, on parle de justice sociale. Voilà qui nous sommes.
Dans une vidéo publiée par le média New World au Togo, où vous étiez passé le 10 janvier 2024, vous avez signifié le fait que le COJEP est un parti en construction. On aimerait savoir jusque-là, est-ce que la construction du COJEP a avancé? Est-ce que le COJEP qu'on est aujourd'hui ou peut dire on s'est construit aujourd'hui? D'abord, vous êtes au siège du COJEP en ce moment. Donc, nous avons une adresse physique où nous exerçons. Nous sommes visités chaque jour par des Ivoiriens qui viennent ici pour se procurer leur carte. Nous sommes à Angré, non loin du terminus 81-82. Quand on parle de construction, on parle d'abord de fondation. Quand on parle de construction, on parle aussi de dynamique. Une construction, c'est un élan, c'est un mouvement. On ne finit jamais de construire. Mais pour nous, la fondation est importante. La fondation, ce sont nos idéaux. La fondation, ce sont nos valeurs. La fondation, ce sont nos convictions. Je n'étais pas là pendant plusieurs années. Mes amis ont tenu la dragée haute. Je suis venu. Nous implantons le COJEP tant géographiquement, parce que c'est la Côte d'Ivoire, pour qu'on soit présent dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, dans les villages, dans les villes, dans les départements. Et puis aussi, nous implantons le COJEP dans l'esprit des Ivoiriens. Nous y travaillons. Nous y travaillons et on ne finira jamais. Mais je pense que depuis que je suis arrivé, j'ai commencé là où les camarades ont laissé le mouvement. C'était important qu'à mon absence, le COJEP ne meure pas. Je voulais ici les féliciter. Je continue de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui suivent ma page Facebook, Bleu Goudé Charles officiel, ils savent que nous sommes toujours en construction. Et est-ce qu'aujourd'hui, le COJEP est accessible à tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, à tout le monde? Mais bien sûr que le COJEP est ouvert à tout le monde. Je ne parlerai même pas seulement de l'âge ou du sexe. Je parlerai aussi des niveaux sociaux, quel que soit votre niveau intellectuel. Même le charbonnier a sa place au COJEP. Ici, nous essayons de former. Nous avons même une école. Le COJEP? Oui, une école de formation qu'on appelle COJEP Academy. Qui est située où? Nous donnons des formations sur des thématiques pour que les gens sachent ce que c'est que la politique, ce que c'est que la démocratie. Vous comprenez? Quels sont les rudiments nécessaires, les fondamentaux pour pouvoir faire la politique. Vous voyez cette affiche? Vous avez les rendez-vous de l'espoir avec Charles Blé Goudé. Le café politique, c'est un cadre d'échange avec des thématiques. La dernière fois, j'ai enseigné sur le leadership. C'est moi-même, souvent, qui donne les cours. Voilà. Vous nous avez dit également que vous êtes diplômé, vous avez un diplôme en communication politique et un également en management. Un DSS en communication politique. On aimerait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette étude-là et où est-ce que vous avez fait ces études-là? D'accord. J'étais d'abord inscrit ici à ESIC Afrique. C'est une école de communication, des sciences de la communication. Voilà. Et jusqu'à ce que je parte à Manchester pour aller continuer mes études là-bas, malheureusement, que j'ai dû interrompre en 2002 pour venir au chevet de la mère patrie. J'ai été attaqué par une rébellion en 2002. Et puis, c'était une période très difficile où j'étais constamment en activité. Donc, je n'avais plus le temps de me consacrer à mes études. En 2008, 2007, en mars 2007, il y a eu la signature de l'accord de Ouagadougou. Donc, la Côte d'Ivoire a connu un moment d'accalmie. J'ai donc profité de ce moment-là pour pouvoir faire ma soutenance avec mes enseignants. Et je me rappelle que mon thème, c'était ce rôle et responsabilité des médias dans la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. C'était ça mon thème. J'ai soutenu parce que je pense que c'est vrai qu'on peut faire la politique, mais il faut être outillé intellectuellement. C'était pour donner aussi un exemple à la jeunesse. Pour dire oui, on fait la politique, on fait n'importe quelle activité, mais il ne faut jamais oublier de se former. La formation est très importante. Elle vous permet d'avoir des compétences. Elle vous permet d'avoir des outils nécessaires pour ne pas être complexé devant qui que ce soit. Et je pense que je ne me suis pas trompé. Aujourd'hui, je peux tenir n'importe quel débat, je peux lire n'importe quel tableau politique sans me tromper. Lorsque vous êtes apparu sur le plateau de NCI, dirigé par Cheikh Ivan ce jour-là, vous avez mentionné le fait que dans l'ensemble des débats qu'il y a ici en Côte d'Ivoire, il y a une pauvreté en ce qui concerne le contenu. Les gens sont tournés, du moins, si je peux me permettre, avides de pouvoir, et ce, par tous les moyens. Est-ce que c'est aussi le fait que
ils n'ont pas eu la chance, peut-être, ou la volonté de faire des études en politique qu'il y a ce résultat ici en Côte d'Ivoire, selon vous? Un premier ministre français qu'on appelle Pierre Bergovoy, il avait un CAP, plus petit diplôme. Il n'était pas un universitaire. La France a reconnu que c'était le meilleur des premiers ministres. On n'a pas besoin de forcément avoir un bagage intellectuel. Il y a des intellectuels idiots, excusez-moi. Voilà. Ce n'est pas le fait d'emmagasiner les diplômes qui fait de vous quelqu'un d'utile dans la société. Donc je ne peux pas dire que ceux qui appauvrissent le débat politique par des injures, par le détournement des fonds. Non, il y a des intellectuels aussi qui détournent des fonds. Oui. Voilà, qui ne donnent pas de bons exemples, qui ne vivent pas selon des valeurs. Mais dans nos villages, il y a des gens qui sont attachés à des valeurs. Il y a des gens de conviction. Il y a des gens de bonne moralité dans nos villages, même dans nos campements. Donc ce n'est pas une question d'intellectuel, c'est une question d'éducation. Quel type de société voulons-nous construire? Là est la question. Mais avec quel type d'Ivoirien? C'est notre responsabilité. À travers les modules d'enseignement que nous enseignons, d'orienter ceux que nous voulons être à la tête de nos États demain. Pour moi, on n'a pas forcément besoin de faire de longues études pour pouvoir être utile à son pays. Lech Walesa n'était pas un intellectuel chevronné à diriger son pays, la Pologne. Je peux vous en citer comme ça des exemples. Pour moi, les gens n'ont pas besoin d'être complexés. Moi, j'ai voulu aller à l'école. J'ai voulu avoir des diplômes. Je suis fier aujourd'hui de les avoir eus. Et c'est cette voie que j'indique. Quand je parle d'éducation, de formation, mais on peut se former à n'importe quel niveau, pourvu qu'on soit utile à sa société et qu'on vive selon ce qu'on a envie de faire. C'est ce que je veux dire. Tout à l'heure, vous avez parlé de quel type d'Ivoirien on aimerait avoir dans la société. Et ça nous permet de basculer vers une autre partie de cette interview. On aimerait savoir, parce que vous portez en vous le désir de devenir président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pas faux. On aimerait savoir quelle est la place que vous accordez à la jeunesse d'abord et qu'est-ce que vous prévoyez pour la jeunesse? Voyez-vous, on le dit souvent, la jeunesse est la plus belle de nos yeux. Oui. C'est le slogan qu'on entend. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est qu'un slogan. Oui. Vu la situation de précarité dans laquelle notre jeunesse vit. Il faut réactiver le trépied éducation, formation, emploi. Cette adéquation, il faut vouloir l'activer. Je vais dire quoi? Il ne faut pas former des futurs chômeurs. Qu'est-ce que vous appelez ou qui est-ce que vous appelez futur chômeur? Le futur chômeur, celui qu'on forme, au fur et à mesure qu'il tend vers la fin de sa formation, il est troublé. Il n'a pas la quiétude. Parce qu'au bout du compte, il n'a pas un emploi. Au bout du compte, il n'est pas bien orienté. Il ne peut pas jouir de ce qu'il a appris. Donc, il devient un chômeur à la fin. C'est ce que j'appelle des écoles qui forment des futurs chômeurs. Or, si le trépied éducation, formation, emploi est respecté et que des études sont menées, des statistiques sont menées et qu'on sait combien rentrent cette année à l'école, combien sortiront dans 3 ans ou 5 ans, selon les besoins de notre société. Surtout, il faut aujourd'hui former notre jeunesse, élèves, étudiants, selon les besoins de notre société. Et selon vous, quels sont les besoins de nos sociétés auxquels nous, on ne fait pas assez attention? Les petits métiers qu'il faut valoriser. Les petits métiers tels que? Les plombiers, les menuisiers, d'accord, les guides touristiques, le couturier, tout cela, l'agriculture, qui peut absorber beaucoup de demandeurs d'emploi. Est-ce que vous croyez que, vu l'état de la nation, l'agriculture n'est pas mise en valeur, il n'y a pas assez d'accent qui est mis à ce niveau-là en ce qui concerne la formation? Non, du tout. Aujourd'hui, quand vous voyez un jeune que vous demandez d'être agriculteur, c'est comme si vous le diminuez. Et il aura même honte de dire à ses amis qu'il est agriculteur. Il veut mettre une cravate, aller au bureau, être un DG ou un PDG. Voici la culture dans laquelle nous avons grandi. Voici l'environnement, ce que l'environnement a fait de nous.
voyez ce que notre enseignement en fait de nous. Non, il n'y a pas de sous-métier. L'agriculteur peut gagner même mieux que celui qui est dans un bureau. Le menuisier peut gagner mieux que celui qui est au bureau. Il faut valoriser certains métiers qui sont dans notre quotidien. Tout de suite, si votre tuyau est cassé, vous appelez qui? Le plombier. Le plombier. Vous avez bien d'une chaise, vous appelez le menuisier, ainsi de suite. Quand c'est la rentrée scolaire, comment on fait pour que les couturiers puissent gagner dans la confection des tenues scolaires? Tout cela peut s'organiser et offrir de l'emploi. Comment on valorise notre terre et qu'on encourage notre jeunesse à aller vers cette terre qui est ce que Dieu nous a donné. Mais comment on fait pour ne pas que ce soit des ouvriers agriculteurs, mais des entrepreneurs agriculteurs qui peuvent planter, récolter, mais aussi transformer. Moi, je pense que c'est par la formation que le Brésil, aujourd'hui, est cité en exemple, que l'Inde est cité en exemple, que la Chine est citée en exemple. Tous ces pays dont je vous parle étaient des pays pauvres. Mais il y a eu à la tête des leaders qui ont eu une vision. Et ils ont formé leur jeunesse, leur population à cette vision qui aujourd'hui leur permet d'être au niveau de concurrence avec ces pays occidentaux. Je vous prends l'exemple de Dubaï. Quand vous prenez aujourd'hui des jeunes filles ou des jeunes filles, oh, moi je m'en vais en vacances à Dubaï. Est-ce que vous savez qui a construit Dubaï? Comment Dubaï a été? Dubaï était un désert. Dubaï était un désert. C'est un leader qui a dit il faut qu'un jour, ce désert-là soit transformé en un lieu touristique. C'est fait aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons de la Côte d'Ivoire? Il faut former notre jeunesse à des valeurs. Il faut qu'on dise à notre jeunesse qu'ils sont des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, partout où ils vont. Il ne faut pas seulement les encourager à une course effrénée des recherches de l'argent. Chap, chap, de là à là. C'est de la facilité, ça. Ce qu'on obtient facilement, on le perd facilement. Mais ce qu'on obtient dans la difficulté, à la sueur de son front, il est respecté. Nous voulons une jeunesse des valeurs qui demain peut compétir avec le petit chinois sans complexe. Ce n'est pas une jeunesse de buzz. Aujourd'hui, les gens viennent pour faire tout le contraire des normes sociétales. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, quand je fais le contraire, on me verra sur Facebook, ou bien sur YouTube, ou bien sur TikTok. Je pense que les gens aiment ce qui est bizarre, donc je vais faire ce qui est bizarre. Pourquoi? Parce qu'on ne leur montre pas un modèle de réussite. Le modèle de réussite qu'on leur montre, c'est un jeune homme qui a versé du savon sur son visage et qui a crié. Voilà, il est devenu une star. Quel est le modèle qu'on leur offre? Fais une vidéo, aborde des thèmes de société, poste-la sur YouTube, poste-la sur Facebook, poste-la sur TikTok. Si tu as la chance, tu vas avoir 100 vues. Là, tu as la chance. Prends une jeune fille, qu'elle fasse semblant de montrer sa cuisse. C'est des millions de vues. Qu'elle montre ses seins, c'est des millions de vues. C'est ce qu'on assiste aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Oui, elle a le cra. On fait quoi avec ton cra? On s'en fout de ça. Il faut qu'on reste concentré. On dit encore, elle est jolie. Elle est belle. Ce n'est pas un diplôme être belle. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être belle? Elle a juste eu la chance que Dieu l'a rendue belle. Et il y a, c'est ce qu'on nous offre aujourd'hui. Au point que les jeunes qui vont à l'école, qui se forment, mais qui voient à côté quelqu'un qui, parce qu'il s'est mis nu ou parce qu'elle s'est mise nue, et sur toutes les plateformes, et avec ses millions de vues, gagne de l'argent. Tout le monde veut devenir youtubeur. Tout le monde veut devenir tiktoker. Voilà. Parce qu'on s'est dit, c'est le modèle de réussite qu'on leur montre. Oui. C'est vrai, TikTok existe pour l'exploiter, mais revenons aux fondamentaux. Il faut former notre jeunesse. Il ne faut pas confondre réussite et succès. Quelle est la différence? Le succès, il est momentané.
limité dans le temps. Et le succès, c'est le regard de l'autre sur toi, ce que tu fais. C'est pourquoi on parle de... Voyez, c'est le succès d'un artiste. Mais après, ça finit. Un autre vient à la mode, c'est le buzz. La réussite, c'est selon tes valeurs. Tu peux voir un charbonnier là, assis là. Certainement que depuis que lui est petit, il veut devenir charbonnier. Toi, tu peux le voir comme un homme malheureux, mais pour lui, c'est sa réussite qui est là. Parce qu'il est en train de réaliser ce qu'il voulait. Tu peux trouver un planteur dans son champ de cacao. Il est en train de réaliser son rêve. C'est sa réussite à lui. Tu vois quelqu'un, tous les soirs, lui va. C'est un champagnard. Lui, c'est sa réussite qui est là à lui. Quelqu'un, lui, avoir des jolies voitures dans son parking, c'est ça qui est sa réussite à lui. Ainsi de suite. La réussite, c'est selon toi, tes valeurs, selon tes principes de vie. Moi, j'ai toujours voulu faire la politique. Je n'ai jamais voulu faire j'ai l'honneur à quelqu'un. J'ai toujours voulu faire la politique. Donc souvent, même en prison, les gens, eux, ils pleurent dehors. Mais moi, ici, dans mon élément. Moi, je me rappelle, quand j'étais parti en mission, j'étais étudiant en deuxième année d'anglais. On allait en mission Fessi à Boisflé. J'étais avec des aînés comme les Blé Guirao et autres, je ne les connais pas. Je dis, ah, mais général, moi je les appelais généralement, j'étais le petit. Mais on m'a dit qu'on vous met souvent en prison, mais depuis là, on ne nous arrête pas. Comment on fait pour connaître la prison? Bon, mais je ne savais pas de quoi je parlais, je ne savais pas que j'allais être arrêté au moins 11 fois après. Je veux dire, quand tu décides, quand tu aimes la pluie, il ne faut pas avoir peur de la boue. Tu aimes la pluie, il ne faut pas avoir peur de la boue. Donc, il ne faut pas confondre réussite et succès. Buzz, ça veut dire que c'est des passages. Il faut s'inscrire dans ce qui est permanent, dans la durabilité. Quand tu as un petit salaire, organise-toi autour de ça. Il y a une autre façon de vivre. Il y a une autre façon de réussir. Tout n'est pas que buzz. Tout n'est pas que nudité. Restons africains. Restons nous-mêmes en ne nous renformons pas, mais en apprenant aussi des autres. Tu n'es pas européen. Tu n'es pas africain. Tu es au milieu, tu n'es rien. Il faut inviter ta petite copine à aller manger garba. Elle te dit, mais tu te fous de qui? Invite-la à aller manger les nems. Tu es le meilleur copain. Mais le nem là, c'est qui fait ça? C'est les Chinois qui nous colonisent avec les nems. Ils nous colonisent avec les restaurants chinois. Pourquoi nous on ne valorise pas ce qu'on a? Voilà mon panafricanisme que moi dont je fais la promotion. Et c'est à cela que j'invite la jeunesse. Acceptons d'être nous-mêmes. Et surtout, acceptons de vivre de notre terre. Évitons d'aller mourir dans leur mer. Le meilleur n'est pas ailleurs. Il faut juste avoir un peu d'estime de ce qu'on a et de ce qu'on est. C'est pourquoi moi j'ai soutenu Emers Faye lors de la CAN. Vous vous souvenez? Quand on est en train de nous humilier, dès qu'on est qualifié, on a dit non, on va aller chercher qui même. Comment ils appellent même le gars congolais? Verena. Je trouvais que c'était des foutaises. J'étais avec ceux qui bavardaient sur les réseaux sociaux pour dire non, c'est avec lui qu'on va continuer. Et la suite, vous la connaissez. Le meilleur n'est pas ailleurs. Il faut valoriser ce qu'on a. Voilà. Alors, c'est dans cette quête de meilleur ailleurs qu'aujourd'hui, le pont de Gaulle est comme l'archétype de toutes les mauvaises nouvelles. On remarque que ça a été pendant une période le lieu préféré de certaines personnes qui voulaient ne plus vivre. Alors, on a constaté qu'en majorité, c'était la jeunesse. C'était des jeunes qui s'adonnaient à cette pratique. Est-ce que vous avez un message, vous avez une pensée, une vision relativement à cela? Qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir stopper cela? D'abord, la question, ici, le mal, là, ce n'est pas le lieu où il allait se suicider, où les personnes vont se suicider. Il faut plutôt questionner pourquoi c'est là, où tout le monde passe, qui veut aller se suicider. Quelqu'un peut se suicider dans sa maison, quelqu'un peut se suicider dans une forêt, et personne ne saura. On viendra découvrir le lendemain son corps sans vie. Mais si il rend spectaculaire son suicide, c'est qu'il y a un message qui veut passer. Quel est ce message? Ce sont des gens qui sont étouffés par la vie, qui ne supportent plus les difficultés, qui ne savent pas où mettre la tête, mais qui n'ont pas d'encadrement, qui se laissent aller par les difficultés.
Ce que je veux dire à notre jeunesse, la vie est faite de difficultés. Il n'y a aucune vie sans difficulté. Même ceux que vous voyez dans les grosses voitures, qui sont en costume, vous avez l'impression que ceux-là sont heureux. Ce n'est pas toujours vrai. Donc, la vie qui est la nôtre ou la leur, il faut l'accepter. Le pauvre d'aujourd'hui peut être le riche de demain. Le dernier d'aujourd'hui peut être le premier de demain. Je veux que la jeunesse retienne. Nous devons être une jeunesse combative, qui ne fuit pas la vie, qui ne fuit pas les difficultés, qui les affronte. Ça peut ne pas aller aujourd'hui, ça peut aller demain. Je vous prends un exemple précis. On a tous assisté à la CAN ici. Oui. Nous, on a été gagné 4-0 dans ce pays. On avait honte. On était tous accrochés au match des gens qui ne sont même pas nos voisins, les Marocains. Au stade de Bimpé, à Niamey, ici en Côte d'Ivoire, notre capitaine en son temps, Franck Kessié, lui et ses camarades ont été lapidés dans ce même stade. C'est faux. Hués, humiliés dans ce même stade dernièrement, lors de la CAN. C'est le visage, comme ça, en bas, ils sont sortis du stade. 2 semaines après, ils ont été portés en triomphe dans ce même stade par les mêmes supporters qui les lapidaient. Franck Kessié, qu'on disait, il est trop vieux, il n'a qu'à quitter là. C'est lui qui nous a donné la Coupe d'Afrique. Il est devenu aujourd'hui la panthère des Ebizékou. C'est ça la vie. L'enseignement que je tire de là et que je veux partager avec notre jeunesse, le premier d'aujourd'hui, peut être le dernier de demain. Ceux qui nous ont gagné 4-0, nous ont laissé sur le stade et puis ils sont partis. Ils n'ont même pas joué demi-finale. Les Équatoriens guinéens, nous ont gagné 4-0. Pendant que nous, on était dans la compétition, ils sont partis. Les Nigérians, qui nous ont gagné 1-0, vous vous rappelez? Nous, on les a tapés en finale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, dont on ne vendait pas la peau chère, nous les Ivoiriens, nous les éléphants, à la fin, c'est nous qui avons pris la Coupe d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on y a cru. On avait un public qui y a cru. Moi-même, j'étais sur tous les stades. Vous pouvez trouver mes vidéos partout. C'est ça la leçon. Je sais que notre jeunesse vit des difficultés. Elle doit se former et elle doit avoir foi en l'avenir. Ce n'est pas la fin tant que ce n'est pas fini. Voilà la leçon que je vais partager avec cette jeunesse. La pauvreté de ton papa n'est pas ta pauvreté. Tu peux faire en sorte que ta famille soit riche. Regardez la vie du jeune Adengra qu'on raconte aujourd'hui. Je suis toujours dans le milieu footballistique et sportif. Il a expliqué comment il fallait trouver 400 000 francs pour aller au Ghana ou au Togo, je ne sais pas, au Bénin, pour aller se former. En ce moment, qui le connaissait? Aujourd'hui, c'est une star mondiale. Il gagne des milliards de francs CFA. Parce qu'il a cru en son destin. Il ne s'est pas laissé aller par la drogue, par le chicha, par les travers de la vie. Il est un exemple aujourd'hui. Il faut y croire. Il ne faut pas sauter dans la facilité. Voilà le message que je veux partager à cette jeunesse. C'est pourquoi quand je dis, je veux construire une Côte d'Ivoire nouvelle, c'est sur ça que je compte. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné également le fait qu'il faudrait que la jeunesse soit encadrée pour éviter ce genre de problème. L'encadrement, ça fait également partie du centre ou du domaine sanitaire. Est-ce que en Côte d'Ivoire, vous pensez que le niveau ou ce qu'on a aujourd'hui en ce qui concerne le domaine sanitaire, il est suffisant, il est égal à nos besoins ici en Côte d'Ivoire? Non, tout développement est dynamique. L'OMS réclame qu'il y ait un centre de santé à moins de 5 km d'un lieu d'habitation. Il y a ce qu'on appelle les établissements sanitaires de premier contact. Ce sont des centres ruraux, ce sont des centres urbains, avant qu'on arrive au CHR et au CHU, aux grandes cliniques. Voilà la classification.
Aujourd'hui, nous n'y sommes pas encore. Quand quelqu'un est malade ici, directement, on l'amène en clinique ou au CHU ou au CHN. Non, il faut respecter cette norme. Moi, je pense que plus on construit les établissements sanitaires des premiers contacts et qu'au moindre bobo, l'individu a la possibilité d'aller dans le premier centre de santé, la maladie ou le mal est vite circonscrit avant qu'il ne devienne une gangrène. Où est-ce que je veux dire? C'est à cela qu'il faut travailler. C'est pourquoi il faut élargir la base de la pyramide au niveau sanitaire pour pouvoir désengorger les CHU et les CHR. Ça facilite les choses. Et puis, plus on est en santé, mieux on produit et qu'on a du bon rendement. Tout cela participe au développement, même à l'économie. Parce que c'est l'homme qui produit. La première richesse d'un pays, c'est d'abord l'homme. C'est lui qui va explorer pour le sous-sol, celui qui va exploiter le sous-sol, celui qui va commercialiser, celui qui va consommer. Donc l'homme, il est au début et à la fin. Même la machine qui est fabriquée, qu'on appelle l'ordinateur, mais l'ordinateur, ça n'allume pas, c'est l'homme qui l'allume. Donc dans tous les cas, on ne peut pas éviter l'action humaine. C'est pourquoi nous mettons-nous au COGEP l'homme au centre de tout ce que nous faisons. Voilà. Bon, moi, je ne suis pas un magicien. Hein. Donc moi, je ne peux pas rentrer dans les têtes pour savoir pourquoi ils ne le font pas. Je pense que vous êtes venu m'interviewer aujourd'hui. Je souhaite qu'un jour, vous puissiez aussi avoir accès à eux. Vous leur demandez, mais pourquoi vous ne mettez pas les 100 plans en place? Peut-être qu'ils les mettent en place et que ce n'est pas suffisant. Et là où ils vont s'arrêter, moi, je continuerai là. Je ne peux pas, parce que je suis opposant, nier que rien n'est fait. Parce que moi aussi, j'aimerais demain qu'on apprécie ce que je ferai. Donc, je ne peux pas faire l'injure à ce gouvernement pour dire qu'il ne fait rien du tout. Non, ce n'est pas vrai. Il ne fait pas suffisamment. On peut faire plus. Et c'est ce plus-là que moi, je veux apporter. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition. D'abord, décomplexer notre jeunesse. Quand vous n'avez pas pu aller loin dans les études, ce n'est pas la fin du monde. On peut vous récupérer, vous réorienter autrement. Peut-être qu'on n'a pas encore découvert le talent qui est en vous. Il y a un génie qui dort en chacun de nous. Il faut découvrir, c'est tout. Il faut des gens pour ça. Ils vont vous mettre en confiance pour leur dire, oui, vous n'êtes pas bachelier, mais vous pouvez apporter autre chose à votre pays. Pour leur dire, oui, vous n'êtes pas quelqu'un qui a une licence ou qui a un master, mais vous pouvez faire autre chose. Cela me semble important. Et c'est à cela que moi, je veux travailler. Il faut des centres qui récupèrent ceux qui sont vraiment ces élèves ou qui n'ont pas pu aller loin dans les études. Et puis leur dire, les mettre en confiance et les réorienter. Cela me semble possible. Et c'est à cela que nous voulons travailler. Ce type d'Ivoiriens qui peuvent aussi, malgré le fait qu'ils ne sont pas devenus des docteurs ou des chercheurs, peuvent apporter autre chose à la construction de la Côte d'Ivoire. Oui, je m'engage à cela. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut établir le trépied formation, emploi et éducation, formation, emploi. Est-ce que vous croyez que vous êtes à même de mettre directement en place cette structure-là si vous êtes, on va dire, à la gestion du pays? Et selon vous, pourquoi est-ce que ceux qui sont là actuellement, c'est-à-dire l'actuel gouvernement ici en Côte d'Ivoire, ne fait pas cela? Est-ce qu'ils ne pensent pas à ça? Ils ne savent pas? Selon vous, pourquoi et qu'est-ce que vous comptez faire relativement? Bon, moi, je ne suis pas un magicien. Donc, moi, je ne peux pas rentrer dans les têtes pour savoir pourquoi ils ne le font pas. Je pense que vous êtes venu m'interviewer aujourd'hui. Je souhaite qu'un jour, vous puissiez aussi avoir accès à eux. Vous leur demandez, mais pourquoi vous ne mettez pas les 100 plans en place? Peut-être qu'ils les mettent en place et que ce n'est pas suffisant. Et là où ils vont s'arrêter, moi, je continuerai là. Je ne peux pas, parce que je suis opposant, nier que rien n'est fait. Parce que moi aussi, j'aimerais demain qu'on apprécie ce que je ferai. Donc, je ne peux pas faire l'injure à ce gouvernement pour dire qu'il ne fait rien du tout. Non, ce n'est pas vrai. Il ne fait pas suffisamment. On peut faire plus. Et c'est ce plus-là que moi, je veux apporter. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition. D'abord, décomplexer notre jeunesse. Quand vous n'avez pas pu aller loin dans les études, ce n'est pas la fin du monde. On peut vous récupérer, vous réorienter autrement. Peut-être qu'on n'a pas encore découvert le talent qui est en vous. Il y a un génie qui dort en chacun de nous. Il faut découvrir, c'est tout. Il faut des gens pour ça. Ils vont vous mettre en confiance pour leur dire, oui, vous n'êtes pas bachelier, mais vous pouvez apporter autre chose à votre pays. Pour leur dire, oui, vous n'êtes pas quelqu'un qui a une licence ou qui a un master, mais vous pouvez faire autre chose. Cela me semble important. Et c'est à cela que moi, je veux travailler. Il faut des centres qui récupèrent ceux qui sont vraiment ces élèves ou qui n'ont pas pu aller loin dans les études.
et puis leur dire, les mettre en confiance et les réorienter. Cela me semble possible. Et c'est à cela que nous voulons travailler. Ce type d'Ivoiriens qui peuvent aussi, malgré le fait qu'ils ne sont pas devenus des docteurs ou des chercheurs, peuvent apporter autre chose à la construction de la Côte d'Ivoire. Oui, je m'engage à cela. Vu que vous parliez tout à l'heure énormément de football, vous preniez le football comme exemple. Ici en Côte d'Ivoire, la majorité des jeunes, si ce n'est les adolescents et consorts, ils sont beaucoup tournés vers le sport, le football en l'occurrence. Est-ce que dans votre vision également, il y a un programme, un plan qui est destiné à ces jeunes-là? Oui. Maintenant, il faut se demander pourquoi ces jeunes-là aujourd'hui sont attirés par le sport, notamment le football. Parce qu'ils ont vu, ici en Côte d'Ivoire, des jeunes issus des familles pauvres qui se sont adonnés à ce sport et qui aujourd'hui se suffisent. Ce sont certainement, c'est la voie des réussites. C'est en cela que j'ai parlé de modèle de réussite. Il faut donc créer des centres professionnels, vraiment avec des équipements modernes de football, pour permettre à notre jeunesse de réaliser ce rêve-là. En même temps, il faut professionnaliser la Ligue ivoirienne. Un joueur de football ne peut pas être payé à 50 000 francs CFA. Il ne peut rien faire aujourd'hui avec ça en Côte d'Ivoire ici. Ça, là, c'est aux moyens locaux. Il faut professionnaliser, leur donner des salaires dignes, qui leur redonnent leur dignité. Parce que on ne forme pas pour aller servir les autres nations. La Ligue européenne, le football français, anglais et tous ces pays où le football est professionnalisé, où nos frères vont gagner de l'argent, ce sont des gens qui l'ont conçu. Ce sont des gens qui l'animent, qui ont fait du football un business, qui ont créé l'économie sportive. Ce qui est ailleurs, on peut le créer ici. Les entreprises peuvent s'y intéresser. Encourager les supporters à aller au stade. Moi, je me rappelle quand j'étais encore étudiant, Josias, quand il y a un match à Sec Africa, si tu n'es pas arrivé à 10h ou à 11h, il n'y a pas place. Aujourd'hui, nos équipes, ici en Côte d'Ivoire, jouent dans des gradins vides. C'est maintenant que des équipes, des supporters s'activent pour aller regarder. Mais ils sont combien? Parce que quand le supporter veut aller au stade, c'est pour regarder un spectacle. Qui fait le spectacle? À quel niveau se trouve notre sport? Qui sont ceux qui composent notre équipe nationale? C'est les gens qui jouent à l'extérieur et tous. Pourquoi ils ne peuvent pas jouer ici? Parce qu'ils ne peuvent pas gagner leur vie ici. C'est pourquoi j'ai dit le meilleur n'est pas ailleurs. Il faut créer ici ce que les autres vont chercher là-bas. Alors, nous allons créer, nous allons encourager le ministère des Sports et tous les acteurs qui interviennent dans le sport à créer des centres de formation. Il ne faut pas faire des boutiques, des centres comme ça. Non. Et ce n'est pas seulement le football. Aujourd'hui, avec Talou, Aouré, les gens ont commencé, des jeunes ont commencé à s'entraîner à courir, à l'athlétisme. Avec Cheikh Cissé, avec lui, le sport qu'il pratique, qui fait de lui une star mondiale, les gens commencent à s'intéresser aussi à ce sport. Il faut créer des modèles de réussite. Il faut encourager les autres sports aussi. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on aimerait également savoir, est-ce que, parce que vous avez dit que vous allez pousser le ministère du sport et tous les autres acteurs qui sont impliqués dans ce domaine-là à créer des centres de formation et consorts. Est-ce que le problème n'est pas en réalité les moyens nécessaires pour le faire? Est-ce que la Côte d'Ivoire est dotée des moyens suffisants pour pouvoir créer cette condition-là? Mais si c'est un futur chef d'État qui vous parle en ce moment, ça veut dire que c'est à moi de trouver les moyens. Il ne faut pas que le ministère du Sport de Côte d'Ivoire soit seulement le ministère du football. Il faut aussi s'intéresser et développer les autres sports. Et cela, c'est une vision. C'est une volonté politique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ce n'est pas sorcier. Ça se fait dans les autres pays, avec la volonté gouvernementale. Moi, je pense que mon gouvernement, que je mettrai en place, va faire en sorte de valoriser tous les secteurs du sport, en tout cas les majeurs. D'accord. Jusque-là, est-ce que vous êtes satisfait de l'implication de la jeunesse dans la politique ici en Côte d'Ivoire? Ou vous croyez que c'est beaucoup insuffisant et vous avez quelque chose à proposer pour pouvoir y remédier? La pratique de la politique en Côte d'Ivoire fait peur. Vrai?
Côte d'Ivoire, depuis des décennies maintenant, politique rime avec violence. Politique rime avec guerre. Donc, les jeunes qui connaissent cette histoire que leurs parents ont vécue, mais eux-mêmes, tout petits, ont été traumatisés, s'éloignent de plus en plus de la politique. Parce que les acteurs de la politique eux-mêmes ne donnent pas envie aux jeunes de s'intéresser à la politique. C'est pourquoi moi je dis, il faut faire en sorte que la politique ne fasse plus peur. Il faut dédramatiser la politique. En faisant en sorte que la violence s'éloigne de la politique. Et que la politique, on l'a fait pour les hommes. On fait la politique pour rendre possible le souhaitable. C'est ça aussi notre rôle. Et que ceux qui sont les acteurs politiques, nous nous considérons comme des gens en mission, ou mis en mission pour le peuple et par le peuple. Avant tout, nous ne travaillons pas pour nos clans, nous travaillons pour le peuple. Il y a une relation de redevabilité entre ceux qui dirigent le pays et ceux qui sont dirigés. Faire comprendre à ceux qui dirigent qu'ils ne sont pas supérieurs à ceux qui le dirigent. On leur a juste confié un mandat pour notre santé, pour notre sécurité, pour notre éducation, pour notre agriculture, ainsi de suite. Il faut le comprendre ainsi. Une fois que c'est considéré sur ce prisme, moi je pense que les jeunes ils comprendront qu'ils peuvent se réaliser dans la politique, ils peuvent aider leur pays à travers la politique, ils ne vont plus s'éloigner de la politique. Deuxièmement, il faut éviter la tricherie lors des élections. Parce que le jeune se dit, mais quel que soit mon vote, il ne sera jamais considéré. Le gagnant et le vainqueur, là, il est déjà connu à l'avance. Parce qu'on n'a pas un système électoral crédible. Il faut donc doter la Côte d'Ivoire d'institutions crédibles et transparentes. Quand on dit 20 heures, à l'écran, comme en Europe, apparaît tout de suite la tête de celui qui a gagné. Et que celui qui a gagné porte un projet. Et que le jeune voit que ce projet impacte sa vie, impacte positivement son quotidien. En ce moment-là, il va s'intéresser à la politique. Mais quand vous venez à la politique, pour la gérer avec vos familles, il se dit, ben, écoute, je ne suis pas pris en compte, mes réalités ne sont pas prises en compte, mes préoccupations ne sont pas prises en compte. Je préfère chercher mon petit job, et puis voilà quoi. C'est dans cette même veine que le 13 mai 2024, vous étiez interviewé par le média TV5 Monde et vous avez signifié que 2025, c'est la fin d'un cycle, d'une génération et c'est le commencement d'une nouvelle génération, d'un nouveau cycle. Est-ce que vous croyez que jusque-là, et avec la configuration de la politique ici en Côte d'Ivoire, on tend vers la fin de ce cycle et le début du nouveau cycle que vous mentionnez? Ce n'est même pas une question de configuration de la politique en Côte d'Ivoire. C'est la vie. Il y a un début à toute chose et puis il y a une fin à toute chose. Et certains acteurs politiques en Côte d'Ivoire veulent réinventer les choses. Début, fin, pour eux, ça n'existe pas. Pour eux, début, éternité. Non. On vient, on naît, on grandit et puis on quitte là. Et je leur dis, savoir partir, c'est de l'art. Quand vous partez de vous-même, vous partez avec des honneurs. Mais quand partir s'impose à vous, vous êtes comme dans un glissement de terre. Vous ne maîtrisez plus rien. Le dernier exemple d'actualité que je peux vous prendre, c'est aux États-Unis. Joe Biden. Son premier débat avec son rival, Donald Trump, était catastrophique. Même ses partisans lui disent, Joe, you gotta go. Ça veut dire quoi? Joe, il faut partir. You gotta leave the floor. Il faut partir. Tu dois libérer le plancher. Et puis il a pris du recul. Il ne les a pas réprimés. Il est le président de la République, hein, sortant. Il ne les a pas réprimés. Il ne les a pas mis en prison. Il n'a pas dit que ces jeunes-là étaient impolis. Il n'a pas dit que ces jeunes-là étaient trop pressés. Il a pris en considération l'appel de ceux qui lui demandaient de se retirer parce qu'il était fatigué, parce qu'il était âgé. Donc on lui demandait de se retirer. Il a pris ça en considération. Il a convoqué la presse et Joe Biden s'est retiré. Josias. Il a choisi une jeune dame de 59 ans. Mais à la convention où il devait maintenant
endossé, présenté la jeune dame. Mais regardez comment il était applaudi. Regardez comment l'opinion en sa faveur est montée. Pourquoi? Parce qu'il a su partir. C'est ça que je veux que les gens comprennent. Donc quand je dis c'est la fin d'un cycle, je n'invente rien. Oui, 2025 est la fin d'un cycle, la fin d'une génération, le début d'une autre. La fin de toute chose est le début d'une autre chose. Regarde, moi j'ai quel âge? J'ai 52 ans. On me traite de trop jeune, jeune. À 52 ans, on n'est pas jeune. La jeunesse là, c'est quoi? C'est quoi? 15 ans? Hein? À 40 ans ou même 35 ans. J'ai 52 ans. On trouve que je suis jeune. Jeune en politique, en politique. On me dit même que je suis jeune et je suis trop pressé. Pourquoi même je parle d'être président de la République? Et je suis trop pressé. Le président de la France, je suis plus âgé que lui, avec tout le respect que je lui dois. Oui. Il est devenu président à 39 ans. Il est à son deuxième mandat. En 2017, il avait 39 ans. Nous sommes en 2024, non? Donc tu mets les 7 ans dessus. 39 plus 7, ça fait combien? 46. Voilà. Quand ils vont chez lui là-bas, ils sont comme ça. Quand ils viennent ici, nous on est jeunes. Qui est, quand il... Je parle de la plupart des présidents africains ou des leaders africains. C'est d'eux que je parle. Donc, la jeunesse aussi, c'est une question d'état mental. Parce qu'il y a la jeunesse biologique, physiologique, et puis il y a la jeunesse mentale. Physiologique, biologique, c'est lié à l'âge. Mental, c'est lié à votre état d'esprit. Comment vous concevez les questions d'intérêt national. Moi, j'ai un projet. Je suis prêt. Je pense que nos aînés devaient comprendre qu'il est l'heure qu'ils nous laissent face aux gens de notre génération qui dirigent les États pour que nous puissions valablement représenter notre pays. On dit que l'atout de l'Afrique, c'est sa jeunesse. À quel âge allons-nous servir notre pays? Moi, je ne dis pas à qui que ce soit des partis, hein. Mais en tout cas, depuis que moi, je suis prêt pour diriger la Côte d'Ivoire, c'est ce que je dis. Et je n'hésiterai pas à poser ma candidature quand je saurai qu'il est l'heure. Justement, et aujourd'hui, vous êtes comme, on dira, l'élément ou l'icône principale qui attire la jeunesse dans le secteur de la politique, du point de vue de votre âge, ce que certaines personnes disent ou qualifient de jeune. La jeunesse, ou du moins les jeunes Ivoiriens, aimeraient également savoir, est-ce que vous croyez que d'ici 2025, si vous n'êtes pas éligible comme actuellement, vous allez employer d'autres moyens qui ne vont pas conduire la Côte d'Ivoire dans les drames que ce pays-là a connus? Non, non, Josias. Je l'ai déjà dit devant les caméras dans cette même salle. Je ne vais pas brûler la Côte d'Ivoire pour une candidature. Cependant, je dénonce ce qui m'arrive. Et pour que vos abonnés sachent, la Côte d'Ivoire a vécu une crise post-électorale en 2010-2011. Oui. Le gouvernement ivoirien me met aux arrêts. J'étais au Ghana. Je suis détenu pendant 14 mois au secret, sans voir le soleil ici, en Côte d'Ivoire. Après, on me transfère à la Cour pénale internationale. Ils disent, selon le gouvernement ivoirien, que la justice ivoirienne n'était pas assez outillée pour me garantir un procès équitable. Pour que ma responsabilité soit située dans la crise qui a secoué mon pays. Ils m'ont donc livré à la Cour pénale internationale. J'ai fait l'objet d'un procès. Et j'ai été acquitté. Lavé de tout soupçon. Pour les mêmes faits, dès qu'on m'acquitte, le gouvernement de mon pays, la justice de mon pays me condamne à 20 ans d'emprisonnement ici. Pour les mêmes faits. Ce n'est pas juste. Et on retire mon nom sur la liste électorale. Ça, ce n'est rien, ça. Moi, je crois fermement que tout est dynamique. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Donc, je suis patient. J'ai été hors de ce pays pendant 11 ans. Un passeport qu'on fait en 3 jours en Côte d'Ivoire, je l'ai attendu pendant 2 ans. Pour que je rentre dans mon propre pays, j'étais obligé de négocier. Je suis le fruit de la patience. Et je suis serein. Tôt ou tard, je vais gouverner ce pays-là. Ce n'est pas une histoire de 2025, 2030. Ça, ce sont des chiffres. Moi, je ne vais pas brûler la Côte d'Ivoire pour une question d'inéligibilité. Mon nom, tôt ou tard, sera inscrit sur la liste. Si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Ousmane Sonko était en prison au Sénégal.
Son nom a été retiré de la liste électorale. Il a choisi Diomaye Faye, qui est aujourd'hui président de la République et qui a fait de lui Premier ministre. Je peux répéter ce schéma-là en Côte d'Ivoire ici, pour montrer que ce n'est pas ma personne qui compte, c'est mon pays qui compte. Et j'aime ce pays, j'aime tellement ce pays que je ne veux plus jamais que la jeunesse ivoirienne soit encore en train de courir pour aller vers le Ghana, vers le Libéria. Non, j'ai un projet que je peux partager avec quelqu'un d'autre qui peut le porter, pourvu que la jeunesse ivoirienne puisse en profiter. Non, je ne brûlerai pas la Côte d'Ivoire pour une question des noms sur la liste. C'est une bonne nouvelle. Merci de nous rassurer relativement à cette situation. On aimerait savoir également, parce que vous mentionnez tout à l'heure Ousmane Sonko, quel est votre regard ou ce que vous pouvez dire relativement au début de ce gouvernement-là sur la scène internationale et également au Sénégal? Non, moi, j'assiste à beaucoup de choses. Je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Ousmane a trahi, il n'est plus le même. Oui, parce que Ousmane Sonko qui était contre la France va en France. Ousmane Sonko qui était contre le troisième mandat au Sénégal va, on va dire, célébrer, inaugurer, soutenir le président rwandais qui est à son 4e mandat. Il y a plein de choses comme ça qui sont décriées sur les réseaux qui disent ou qui poussent à croire que dans l'esprit, Ousmane Sonko est en train de faire ce que d'autres politiques ont fait. Vous devez savoir une chose. Il y a les moyens et les langages de conquête de pouvoir. Ce qui est différent des moyens de gestion du pouvoir. Il y a la réalité de gestion du pouvoir. Vous savez d'où Ousmane Sonko sort? Ce monsieur a été brimé. Ce monsieur a été humilié. Et il s'est battu, il s'est élevé. Il a montré aux yeux du monde qu'il ne réduisait pas tout à sa personne. Jusqu'à ce qu'il passe la main à son poulet, qui aujourd'hui est président de la République et qui fait de lui Premier ministre. Cite-moi un seul Africain leader qui est capable de faire ce que Ousmane Sonko a fait. Et ça fait combien de temps qu'il est Premier ministre, que ce gouvernement est là? Ça fait même pas 6 mois. Pour apprécier la profondeur et la valeur d'un livre, ne vous basez pas sur la couverture. Lisez toutes les pages. Peut-être que le vrai message se trouve à la dernière page. Vous voyez? Donc, il ne faut pas vite juger. Il ne faut pas vite juger. Laissez le temps au gouvernement sénégalais de se mettre en place, de prendre vraiment toute sa place, et puis ensuite de s'imprégner des réalités, et puis on verra. Mais ce jugement précipité-là, moi, je ne le partage pas. Donnons du temps et évitons de l'embrouiller. Laissons ce gouvernement se concentrer. Les Sénégalais ne vont pas juger le gouvernement Sonko sur combien de déclarations publiques il a faites. Il a été élu pour le Sénégal, il n'a pas été élu pour le Rwanda. Il a été élu pour le Sénégal, pour impacter la vie des Sénégalais positivement, pour changer leur vie. Laissons-le prendre ses quartiers et puis dérouler le projet qu'il a en main. Voilà. Ce n'est pas un activiste. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Le 10 janvier également 2024, sur le même plateau togolais de News World TV, vous avez également mentionné le fait que tout le monde croit en l'Afrique, sauf les Africains eux-mêmes. Vous avez signifié le fait qu'il y a certains pays où il y a certains Africains qui laissent un maître pour se tourner vers un autre maître. Est-ce que vous êtes dans la même vision que celle des pays de l'AES qui ont facilement et très rapidement abandonné la France pour se tourner vers la Russie? Est-ce que vous croyez que la Côte d'Ivoire, un jour ou dès maintenant, doit aussi faire ce pas-là? La Russie est un pays. La France est un pays. La Côte d'Ivoire est un pays. Si je suis élu président de la République de Côte d'Ivoire, d'abord, c'est pour impacter positivement la vie des Ivoiriens, au niveau de leur santé, au niveau de leur sécurité, au niveau de leur éducation, au niveau du rayonnement que je vais faire de ce pays dans le monde. Ensuite, comme je suis africain, j'essaierai de voir comment participer à l'essor de l'Afrique et à son positionnement dans le monde. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Ce qui signifie... Il n'y a pas de... Ce n'est pas des philanthropes dont vous parlez. Ceux-là, ils viennent en Afrique prendre pour pouvoir compter dans le monde. Exactement. Vous voyez, eux, ils se battent, mais c'est les Africains qui meurent. Eux, ils se battent, mais ceux qui tiennent les fusils, c'est les Africains. Il faut qu'on prenne conscience de tout cela. On peut avoir des partenariats gagnant-gagnant. D'accord?
Mais je pense que l'Afrique n'a plus besoin de maîtres. Et aucun pays ne devait avoir besoin de maîtres dans ce monde-là. Mais aucun pays ne peut vivre en autarcie. C'est pourquoi les partenariats existent. C'est pourquoi les relations, soit multilatérales ou bilatérales, existent. Parce qu'il faut commercer avec les autres pays en prenant en compte vos intérêts et qu'eux aussi prennent en compte leurs intérêts. Donc vous allez arriver à des compromis. Voilà ce à quoi il faut travailler. Alors, plus concrètement, pour avoir ces relations, ce commerce-là avec ces autres pays-là, vous, particulièrement, vous préférez la France ou la Russie? Je préfère la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Vous savez que la Côte d'Ivoire ne peut pas, comme vous l'avez signifié, travailler ou fonctionner, acheter, vendre, sans prendre en compte les grandes puissances occidentales ou, on va dire, de l'Europe, de l'Asie. Est-ce que entre la France et la Russie, vous avez une préférence? Je n'ai pas de préférence à avoir entre la France et la Russie. J'aime la Côte d'Ivoire, j'aime l'Afrique. Et je pense qu'il faut qu'on évite d'être des sacs au dos. Il faut qu'on évite d'être un fardeau pour le reste du monde. Parce que le parapluie, il devient juste un fardeau après que la pluie ait cessé. C'est le temps qu'il pleut là. Le gars, il ne voit même pas que le parapluie est loin. Mais dès que la pluie cesse, le parapluie devient un fardeau. N'oublions jamais ça. Pour moi, oui, nous sommes capables de valoriser ce que nous avons comme ressources humaines, ce que nous avons comme ressources de notre sous-sol. Et on peut commercer avec les autres dans les règles de l'art. Je ne dis pas que la Côte d'Ivoire va haïr la France ou va haïr la Russie. Mais pourquoi on veut toujours que les autres viennent nous aider? Non. Il faut que nous puissions nous organiser. La Russie, elle a traversé un moment de difficultés. Dans les années 60-70, son économie a chuté, malgré ses prévisions. On a connu la crise économique. La Chine, dont on parle aujourd'hui, qui concurrence l'économie occidentale, elle n'a pas aimé la France ou détesté la France pour aimer la Russie. Elle s'est organisée au niveau agricole, au niveau industriel. Elle est allée étape par étape. Mais ce sont des visions qui se sont expliquées. Il faut qu'on ait une vision dans la durabilité. Pourquoi nous voulons toujours être dans l'assistanat? Pour moi, la Côte d'Ivoire a les moyens d'être autonome, sans rejeter le reste du monde. J'ai foi en cela. Et si je suis président, je travaillerai à cela. Alors là, nous sommes au thème de notre interview et M. Charles Blé Goudé, on aimerait que vous nous donnez ou vous nous dites concrètement, et c'est au-delà de tout ce que vous venez de signifier, qu'est-ce que la jeunesse doit retenir de ce moment? La jeunesse doit retenir ceci. Nous vivons un monde où on ne paie plus l'aumône aux pauvres. Nous vivons un monde de compétition permanente. Un monde où il faut compter pour qu'on compte avec toi. Oui. C'est en fonction de ce que tu as en main qu'on te tend la main. Il faut qu'on travaille. La valeur d'un travail doit être au centre de tout ce que nous faisons. L'éducation, la formation pour transformer demain. Allez à l'école, formez-vous. Je ne dis pas de ne pas vous amuser. L'administration existe partout. Les loisirs existent partout. Mais quand tu passes tout ton temps à t'amuser, on s'amuse avec toi. Il faut avoir foi en l'avenir. Non. Il ne faut pas désespérer de l'Afrique. Mais l'Afrique, ses bâtisseurs de demain, c'est la jeunesse. Tout le monde le dit. L'atout de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Ce sont ses ressources. L'Afrique est la terre de l'avenir, de l'opportunité. Tous les acteurs le disent. Mais nous, est-ce qu'on y croit? Moi, j'y crois et je vous invite à y croire pour qu'ensemble, demain, on soit fiers d'être africains sans rejeter les autres. Demain nous appartient. Il est l'heure. Alors, merci, M. Charles Blé Goudé, de nous avoir accepté, de nous avoir accordé ce moment pour discuter. Merci. Et vous savez pourquoi j'ai accepté de faire cette interview? Non, dites-nous. En général, on aime aller vers les grandes chaînes. Exactement. On se dit, mais il s'appelle comment on dit? Il s'appelle Josias, c'est un étudiant.
Ah non, mais moi, je ne suis pas à ce stade. Pourquoi il va m'interviewer? Moi, je suis un journaliste de renom. Mon rôle, c'est de vous apprendre à grandir. Mon rôle, c'est de vous mettre en confiance. Considérez ce qui est petit pour aider ce qui est petit à grandir. C'est pourquoi je l'ai accepté. Ce qu'on a vu, qu'on appelle grande chaîne, ça a commencé à un moment donné. Quand tu as vu un plat fumant sur la table, c'est qu'il y a une femme qui l'a fumé à frapper dans la cuisine. N'oublie jamais ça. Beaucoup de courage et puis tous mes encouragements. Merci. Merci, Président. Aujourd'hui, vous jeunes, vous avez eu l'aubaine d'écouter ce message, de comprendre l'axiome qui dirige cet homme, de voir la différence qu'il y a entre ce qui est monté par les médias qui tendent à le sous-coter relativement à tous ses autres concurrents potentiels pour les élections présidentielles de 2025 et ce qu'il est aujourd'hui. Intellectuellement aguerri, sage, prêt à diriger la Côte d'Ivoire, avec une vision qui rentre dans les attentes de toute la population ivoirienne, voici ici la vision du président Charles Blé Goudé. Alors pour tous les jeunes, pour toutes ces personnes-là qui sont déterminées et qui se sentent très proches des convictions du président Charles Blé Goudé, vous connaissez aujourd'hui, suite à cette vidéo, le siège du COJEP. Et si vous ne le savez pas, je le mets en description pour vous. Toutes ces personnes-là qui croient qu'au COJEP, vos convictions, vos visions seront en sécurité, n'hésitez surtout pas à y aller pour pouvoir travailler et porter vos valeurs à la tête de l'État. Car il n'y a personne qui dira ce que vous devez croire. Il n'y a que vous qui devez croire en ce que vous croyez. Et si vous vous sentez très proche de M. Charles Blé Goudé, n'hésitez surtout pas à vous inscrire au COJEP et à militer afin que vos convictions deviennent la principale ici en Côte d'Ivoire. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à lâcher un pouce, liker la vidéo pour ne pas manquer d'autres vidéos qui viendront sur cette chaîne, aussi bien des interviews que des décryptages de l'actualité. Sans oublier de partager cette vidéo. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt.